Pourquoi ne pas mettre Alexandre et les enfants dans la buanderie? Ce sera propre, je vous le promets. La voix de ma sœur Rebecca a tranché l'air comme un rasoir, alors qu'elle regardait son téléphone, faisant semblant de vérifier la liste des lieux. Ce sera plus confortable pour les enfants, tu sais? J'ai passé toute la soirée à préparer la tarte à la citrouille dont ma cousine Julia m'avait vanté les mérites lors de la dernière fête. Au fond de moi, je savais que l'invitation, comme toujours, était plus une formalité qu'un geste authentique. J'étais toujours le dernier nom sur la liste, mais Mathéus et Sophia étaient si enthousiastes que je ne pouvais pas dire non. Nous sommes arrivés à l'heure au manoir de Rebecca, situé dans la banlieue de North Salem. La clôture en fer était décorée de lumières scintillantes et il y avait des guirlandes à chaque fenêtre. Mathéus m'a serré la main et Sophia a porté la boîte contenant la tarte comme s'il s'agissait d'un précieux trésor. Rebecca a ouvert la porte avec un sourire poli et calculé. Elle portait une robe de velours bordeaux, ses cheveux étaient parfaitement bouclés, comme si elle s'apprêtait à monter sur scène. « Ah, Alexander, tu es là. » Je me suis penché pour la serrer dans mes bras, mais elle ne m'a pas rendu l'appareil. Ses yeux ont balayé la boîte à tarte. « Je t'avais dit de ne rien apporter cette année. » Une tarte à la citrouille? Espérons qu'elle ne soit pas trop sucrée. À l'intérieur de la maison, les rires remplissent l'air, mêlés à l'odeur de la dinde et de la cannelle. Tout le monde était élégamment vêtu, discutant et riant autour d'une table digne d'un magazine. Nous sommes restés près de la porte, perdus au milieu d'étrangers familiers. Personne ne nous a proposé de nous asseoir. Personne ne nous a dit bonjour. J'ai posé la tarte sur le comptoir de la cuisine pendant que Mathéus aidait Sophia à enlever son manteau. Elle a levé les yeux vers moi et a murmuré « Papa, pourquoi personne ne nous salue ?» Je me suis agenouillé pour faire ses lacets et j'ai répondu en chuchotant « Ils sont simplement occupés, princesse. » La laverie n'était rien d'autre qu'une laverie. La machine à laver ronronnait encore, une petite table en bois était adossée au mur avec 2 chaises pliantes et une petite chaise en plastique. Pas de nappe, pas d'éclairage confortable, juste une ampoule fluorescente qui bourdonne au-dessus. Sophia s'installa sur la chaise en plastique, sa petite main posée sur son genou. Personne n'a parlé. J'ai servi 3 petites parts de tarte, sachant que personne d'autre n'y toucherait. Pourquoi tante Rebecca ne veut-elle pas que nous nous asseyions avec tout le monde? Demanda Sophia. Je souris à nouveau, ce même sourire que je m'étais entraîné à arborer pendant des années. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de nous, c'est juste qu'ils ne comprennent pas, ma chérie. Mathéus m'a regardé fixement. Peut-être que l'année prochaine, nous ne devrions pas venir, papa. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mes enfants, l'un essayant toujours de comprendre pourquoi nous étions exclus, l'autre faisant semblant de ne plus comprendre. À ce moment-là, sous la lumière blanche et froide et le ronronnement de la machine à laver, j'ai su qu'aujourd'hui n'était pas une fête, mais une leçon. Et je l'avais apprise. Joyeux Thanksgiving, mes amours. Où que nous soyons, tant que nous sommes ensemble, cela suffit. Sophia a souri. Mathéus a levé son verre, ses yeux n'étaient plus tristes, et je me suis dit, un jour, je leur montrerai. Pas par la colère, mais par ma valeur. J'étais sur le point de jeter la tarte lorsque nous avons entendu des pneus crisser à l'extérieur de la petite fenêtre au-dessus de la machine à laver. Nous avons tous les 3 levé les yeux. Mathéus a haussé les sourcils, Sophia s'est redressée. Des phares ont franchi le mur et se sont arrêtés juste devant la porte de derrière. Une limousine noire et élégante se gara silencieusement sur l'allée gravillonnée qui menait au jardin. Un homme en costume noir et gants blancs ouvrit la porte arrière. Une femme en est sortie, calme et élégante. Elle porte un manteau de laine bleue ardoise à col montant sur une robe en tricot qui lui descend jusqu'aux genoux. Ses cheveux argentés sont soigneusement coiffés. Son visage témoigne d'une vie bien remplie, mais sans amertume. Ses yeux se posèrent exactement à l'endroit où nous nous trouvions, à la porte arrière. Sophia a chuchoté « Papa, elle nous regarde ». J'ai dégluti et j'ai entrouvert la porte. Une bouffée d'air froid est entrée, apportant une touche de neige et de jasmin à son écharpe. « Bonjour », dit-elle, la voix pas très forte, mais claire et assurée. Je cherche Alexander Brox. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Qu'est-ce que cette mystérieuse femme veut à Alexander? La réponse pourrait changer votre vie à jamais. Je me suis figé. Oui, je suis Alexandre. Elle sourit lentement. Elle sourit lentement. Je suis Evelyn Rhodes, directrice exécutive de Voices Rising, une fondation qui soutient les mères et les pères solos qui ont été marginalisés par la société. Elle s'est avancée. Je suis ici à cause d'une histoire, d'un billet que vous avez écrit l'année dernière sur un forum communautaire à propos de la reconstruction de votre vie après avoir vécu dans un refuge. Mon cœur a fait un bond. Ce message, je l'ai tapé sur mon téléphone portable, tard dans la nuit,
après le travail, alors que Mathéus avait de la fièvre et que Sofia dormait sur le canapé. Je n'ai pas cherché à attirer l'attention, j'ai juste voulu me défouler. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un le lirait. Evelyne poursuit, votre message s'est répandu dans tout notre réseau. Cela fait 6 mois que nous vous cherchons. Lorsque votre nom est apparu sur un vieux registre de bénévoles, j'ai décidé de venir en personne. Elle jette un coup d'œil à la laverie. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. J'ai rougi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me trouve dans une laverie. Mathéus m'a gentiment serré la main. Sofia tenait toujours sa petite robe. Evelyne sourit. Je suis venu vous inviter à prendre la parole lors de la prochaine série de conférences de Voices Rising. Nous aimerions que vous soyez notre orateur principal lors de la conférence de printemps, que vous partagiez votre histoire depuis le début, sans filtre, sans fioriture. Vous serez rémunéré en conséquence. Nous souhaitons également publier votre histoire sous la forme d'un livre, avec un contrôle éditorial total entre vos mains. J'étais paralysé, ne sachant que dire. Une partie de moi n'arrivait pas à y croire, une autre partie se sentait soulagée. Je me suis entendu demander « Es-tu sûr ?» Je ne suis qu'un père qui essaie de survivre. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de stupide. C'est exactement pour cela que nous avons besoin de vous. Nous n'avons pas besoin d'histoires à succès parfaites. Nous avons besoin de gens comme vous, vrais, courageux et qui continuent à aller de l'avant. Mathéus m'a regardé. Tu vas le faire, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, puis Sofia, puis Evelyne. Oui, j'ai dit que j'allais le faire. Evelyne a acquiescé. La voiture attend. Si elle est prête, nous pourrons parler plus longuement pendant le dîner. J'ai regardé la table pliante et la tarte à moitié mangée. Laissez-moi prendre mon manteau. Ce n'est pas la peine, a-t-elle souri. Nous nous occuperons de vous à partir d'ici. J'ai pris la main de mes enfants et nous avons quitté cette pièce étouffante. Le vent froid m'a mordu les joues, mais mon cœur s'est étrangement réchauffé. Et lorsque la porte de la voiture s'est refermée derrière nous, j'ai su que le monde venait de changer. Non pas parce que je m'étais battu pour avoir une place, mais parce que, enfin, ma valeur avait été reconnue. Sur le chemin du restaurant qu'Evelyne avait réservé, j'étais encore incrédule. Mathéus s'est assis à côté de moi, serrant la tarte au potiron comme s'il s'agissait d'un trésor, tandis que Sofia s'appuyait sur moi, ses yeux écarquillés fixés sur le plafond doucement éclairé. Evelyne nous a souri à travers la petite vitre qui nous séparait du chauffeur. Je sais que tout cela peut paraître soudain, mais cela fait longtemps que je veux te rencontrer, Alexandre. Je me suis tourné vers elle. Vous avez dit que vous m'aviez trouvé grâce à un poste. Pas seulement un. Evelyne a hoché la tête, la voix basse et chaude. Toute une série de courts messages que vous avez partagés pendant environ 6 mois après avoir quitté votre ex-femme. Vous parliez de vos gardes de nuit au restaurant, du fait que vous n'aviez que 3 $ pour l'essence, de la transformation d'un paquet de nouilles instantanées en une fête dans le salon avec vos enfants. J'ai lu chaque mot et j'ai pleuré. Mes joues ont rougi, non pas de honte, mais de surprise. J'avais écrit ces mots dans le silence, tard dans la nuit, quand le monde dormait et que j'étais assise sur une chaise de cuisine en bois en essayant de ne pas réveiller les enfants. Je n'avais jamais pensé que quelqu'un les lirait, et encore moins quelqu'un comme Evelyne Rod. Je me souviens encore d'une phrase, poursuit-elle. Je ne veux pas que mes enfants pensent qu'ils doivent s'endurcir pour survivre. Je veux qu'ils sachent qu'ils méritent de vivre, de respirer et de rêver. Evelyne m'a regardé longuement. Je n'ai jamais rien lu d'aussi honnête. J'ai serré mes mains doucement, essayant de stabiliser ma voix. Je l'ai écrit pour qu'il ne s'effondre pas. Et c'est ce qui l'a rendu puissant, a-t-elle ajouté. Rising Voices organise bientôt son sommet de printemps, qui réunira des activistes, des écrivains, des éducateurs, des mères et pères isolés de tout le pays. Nous avons besoin de quelqu'un pour l'ouvrir, non pas avec des références, mais avec le cœur et la vérité vivante. Je veux que cette personne soit vous. J'ai regardé Mathéus et Sofia. Mathéus est resté assis, regardant par la fenêtre, mais sa main s'est posée légèrement sur l'épaule de sa sœur. Sofia est restée blottie contre moi, hochant doucement la tête, comme si elle sentait un changement dans nos vies. Mais je n'ai jamais parlé devant une foule, dis-je doucement. Je ne suis pas un orateur raffiné. Evelyne a posé une main sur sa poitrine. Alexander, ce qui touche les gens, ce n'est pas la politesse, c'est la vérité. Et votre vérité, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Je suis resté silencieux pendant le reste du trajet. Lorsque la voiture s'est arrêtée, le chauffeur a ouvert la porte et je suis sorti avec mes enfants. Le restaurant était niché dans un coin tranquille de la ville, discret, raffiné, avec de douces lumières jaunes et l'odeur du pain frais dans l'air. On nous a fait entrer dans une salle privée. Sur la table, il y avait un menu personnalisé pour la soirée et un mince dossier posé devant moi.
Evelyn a fait un geste vers lui. Un contrat préliminaire. Si vous êtes d'accord, nous prendrons tout en charge. Le voyage, l'hébergement, la garde des enfants, tout ce qui vous permettra de vous concentrer sur votre histoire. J'ai ouvert le dossier et parcouru le texte dactylographié poliment. Mon nom était imprimé en gras en haut, Alexander Brox, orateur principal, sommet de printemps 2026 de Rising Voices. J'ai poussé un long soupir de soulagement et d'incrédulité. J'avais l'habitude de penser que les années que j'avais passées à me battre pour ma vie ne m'avaient rien laissé d'autre que de l'épuisement. Mais les articles de blog sur mon vieux téléphone portable, les petites notes de journal que je croyais oublier, étaient devenus le pont qui me conduisait vers la lumière. À ce moment-là, j'ai vu ma mère du coin de l'œil à travers les rideaux de la salle à manger. Elle était paralysée, un verre de vin à la main, le visage entre choc et confusion. À côté d'elle, Rebecca tenait le pied de son verre, les lèvres entr'ouvertes comme pour parler, mais aucun son ne sortait. Blake, son mari, était adossé à la cheminée, le téléphone à la main, les yeux rivés sur la voiture qui s'éloignait du portail. Je rêvais de quitter cette maison la tête haute, mais je n'avais jamais imaginé que ce serait dans une limousine, avec mes enfants à mes côtés et une femme puissante prête à raconter mon histoire à des milliers de personnes. Le matin de la première conférence est arrivé plus vite que prévu. J'étais dans les coulisses, tenant mon discours soigneusement marqué des post-it jaunes que Sophia m'avait aidé à préparer. Mathéus était au premier rang. La chemise qu'il avait choisie le faisait paraître plus vieux que ses 12 ans. Sophia était assise à côté de lui, serrant fermement le programme de la conférence comme s'il s'agissait d'un trésor. Lorsque le présentateur a appelé mon nom, une décharge électrique m'a parcouru l'échine. Je suis monté sur scène sous des lumières blanches et douces. La salle est devenue silencieuse. Des centaines de personnes venues de tous les horizons, certaines vêtues de costumes élégants, d'autres de vêtements simples, m'ont regardé avec des yeux écarquillés et pleins d'espoir. J'ai commencé par parler de l'endroit où tout a commencé, la buanderie de la maison de ma sœur par un froid jour de Thanksgiving. Je leur ai parlé des années passées dans un appartement de 2 chambres, à travailler 2 fois par jour et à écrire un blog à minuit pour me maintenir en vie. Je n'ai rien édulcoré. J'ai parlé de la honte des files d'attente pour manger, du sentiment d'être invisible dans ma propre famille, et surtout, j'ai parlé du moment où je suis monté dans cette limousine avec mes enfants, sachant que j'avais laissé le passé derrière moi et que j'étais entré dans la vie que j'avais choisie. Lorsque j'ai terminé, la salle est restée silencieuse pendant un moment. Puis il y a eu des applaudissements, puis d'autres, et toute la salle s'est mise à applaudir si fort que j'en ai presque pleuré. Une personne s'est levée, puis une autre, et enfin toute la salle s'est levée. Je n'arrivais pas à y croire, ce n'était pas un rêve. Après mon discours, j'ai passé 2 heures à rencontrer des participants qui venaient vers moi les yeux brillants, me tenant la main, racontant leur histoire. L'une d'entre elles vivait dans sa voiture avec 2 bébés, une autre venait de quitter un mariage étouffant. Une enseignante à la retraite m'a dit qu'elle se sentait invisible dans sa famille jusqu'à ce qu'elle m'entende parler. Une femme m'a dit « Je n'ai plus besoin de permission pour exister ». Merci d'avoir dit ce que j'ai toujours ressenti. Cette phrase m'est restée en tête toute la journée. Un mois plus tard, Mort en un œuf est officiellement sorti. La couverture montrait une photo en noir et blanc de mes enfants et moi, nous tenant par la main en traversant une rue animée, symbolisant la façon dont nous avions traversé le bruit et retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. J'ai pleuré en tenant le premier exemplaire, non pas parce que j'avais un livre, mais parce que, pour la première fois, mon nom était imprimé clairement, pas en dessous de celui de quelqu'un d'autre, pas en tant que frère de quelqu'un d'autre ou fils de quelqu'un d'autre. Les messages ont commencé à arriver. Courriels, commentaires, lettres manuscrites. Les gens ont partagé des photos de leurs passages préférés ou m'ont dit qu'ils avaient lu le livre toute la nuit et qu'ils s'étaient sentis accueillis. L'un des messages qui m'a tellement ému que j'ai dû m'asseoir en silence pendant un moment disait « J'avais l'habitude de penser que ma valeur n'existait que si les autres la voyaient, mais vous m'avez aidé à réaliser que la vraie valeur réside dans la façon dont nous continuons à nous relever chaque fois que nous sommes mis à l'écart. Je ne sais pas si je peux changer le monde entier, mais je sais ceci, j'ai touché le monde de quelqu'un, et c'est suffisant. » Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine de notre nouvel appartement à Manhattan, Sophia m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Papa, sais-tu combien de personnes t'ont qualifié d'inspirant aujourd'hui ?» J'ai ri en me tournant vers elle. Je suis juste quelqu'un qui a appris à ne pas demander la permission d'être lui-même. Mathéus s'est levé du canapé. Tu n'as pas seulement appris, tu nous as enseigné. J'ai arrêté ce que je faisais, je me suis essuyé les mains et je me suis assis entre mes 2 fils. J'avais l'habitude de penser que je n'étais que les restes dont les autres ne voulaient pas, mais maintenant je sais que j'ai toujours été plus que cela. 1 an après cette nuit fatidique dans le garage de Rebecca, Thanksgiving arriva à nouveau, mais cette fois, je n'attendais pas devant une porte, espérant être invité à entrer. Je ne tenais pas une assiette en papier, assise tranquillement dans une pièce froide et oubliée. Cette année, Thanksgiving a été célébré dans mon petit appartement de Brooklyn.
Il n'était pas élégant, sans lustre en cristal ni table pour 12 personnes comme celle de ma sœur, mais ma cuisine était chaleureuse, la tarte au potiron sentait bon et, surtout, tout le monde avait envie d'y être. Je me suis levé tôt pour faire rôtir la dinde, tandis que Mathéus s'occupait de la purée de pommes de terre et que Sophia s'affairait à rédiger des cartes de remerciements faites à la main pour chaque invité. Elle a dessiné chaque carte elle-même, les a décorées de petites feuilles autocollantes et a écrit avec de la peinture pailletée « Merci d'être la vraie famille pour moi et mon père ». Nous n'étions que 8 à table, nous 3, Evelyne, 2 amis que j'avais rencontrés à la conférence de l'année dernière, Donna et Carlos, et nos vieux voisins d'en face, Walter et Ruby, qui m'avaient un jour prêté une casserole lorsque je venais d'emménager. Aucun d'entre eux n'était un parent de sang, mais chacun s'était montré d'une gentillesse dont j'avais rêvé toute ma vie. Evelyne est arrivée en avance, apportant une soupe de potiron maison. Elle est entrée comme elle le faisait toujours, confiante, calme et avec une grâce tranquille qui a fait que tout le monde s'est senti valorisé sans avoir à dire un mot. C'est la première année que je ne participe pas à la fête du bureau, dit-elle en posant la marmite sur la table. Je suppose que c'est ici que je voulais vraiment être. J'ai souri en lui nouant un tablier autour de la taille. Eh bien, aujourd'hui, tu n'es pas le directeur, tu es mon sous-chef. Sous-chef? Plaisante Evelyne. Vous devriez peut-être revoir votre façon de diriger, Alexander. Les rires envahissent la cuisine et se répandent dans le salon. Mathéus a mis du jazz pendant que Sophia courait partout, s'assurant que chaque fourchette était parfaitement placée, me rappelant toutes les fois où j'avais oublié que les serviettes devaient être placées à gauche. Nous nous sommes rassemblés autour d'une petite table ronde, trop petite pour toute la nourriture, si bien que certaines assiettes ont été empilées sur l'étagère, mais personne ne s'en est soucié. Walter a raconté comment il avait rencontré Ruby à la bibliothèque municipale. Carlos a parlé de son projet de soutien aux parents isolés dans le Queens. Donna a mentionné avec enthousiasme qu'elle commençait son premier cours de pâtisserie. Et moi, je suis resté là, à écouter, à sourire et à regarder mes enfants avec une gratitude trop grande pour être exprimée. À la fin du repas, Sophia s'est levée en tenant un morceau de papier plié. Elle s'est raclée la gorge, sérieuse comme si elle s'apprêtait à faire un exposé à l'école. « J'ai un discours à faire », dit-elle, et tout le monde rit. Le premier discours de Thanksgiving, ai-je chuchoté. Sophia a commencé à lire lentement, mais avec assurance. L'année dernière, j'ai mangé le repas de Thanksgiving dans une laverie. Je ne comprenais pas pourquoi on nous avait mis là, mais cette année, je comprends. Parce que si nous n'avions pas été placés là, nous n'aurions pas trouvé l'endroit auquel nous appartenons. Aujourd'hui, je sais que je suis chez moi. Je me suis couvert la bouche, les larmes ont coulé avant que je m'en rende compte. Evelyne a posé sa main sur la mienne et l'a serrée doucement. Mathéus s'est levé après sa sœur et a ajouté à voix basse. « Papa, nous sommes fiers de toi. Merci de n'avoir jamais abandonné. » Je me suis également levé, levant mon verre de cidre, la voix tremblante. J'avais l'habitude de penser que la famille était quelque chose d'immuable. Ceux qui nous ont mis au monde, qui nous ont élevés. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la famille, ce sont les gens qui choisissent de nous aimer librement chaque jour. Et aujourd'hui, je suis entouré de la famille que j'ai construite avec mon propre cœur. Nous avons trinqué, pas à l'unisson, pas parfaitement, mais sincèrement. Après le dîner, Sophia a sorti un vieux jeu de société et Mathéus a passé la vidéo de mon discours à la conférence. Je ne l'ai pas arrêté, je n'ai plus peur de m'écouter. La voix dans cette vidéo appartenait à un homme qui s'était senti invisible, mais qui savait maintenant qu'il n'avait pas besoin de permission pour avoir de la valeur. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé chaud, les bougies clignotant faiblement. Un nouveau message de ma mère est arrivé, le même que chaque année, froid et bref. « J'espère que tu vas bien. Joyeux Thanksgiving. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé autour de notre petit appartement, des miettes sur la table, la carte de Sophia toujours au centre et les rires qui résonnaient encore doucement dans mon cœur. J'ai souri. J'allais bien, plus que bien, car j'avais trouvé une famille qui n'avait pas besoin de partager mon sang pour faire partie de mon âme. Une semaine après Thanksgiving, j'ai reçu une invitation de la National Men's Conference. Ils voulaient que je revienne en tant qu'invité d'honneur pour la session de clôture, mais cette fois-ci pas seulement pour parler. Ils voulaient que je rejoigne une table ronde avec des hommes qui avaient entendu mon discours l'année précédente et qui avaient fait de grands changements dans leur vie. J'ai accepté sans hésiter, car je savais que ma présence n'avait plus pour but de prouver quoi que ce soit, mais d'écouter, de partager et de réaffirmer une vérité. Parfois, être mis à l'écart n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de bien plus important. La conférence de cette année s'est tenue dans un centre d'art nouvellement ouvert à Chicago. Lorsque je suis entré dans l'auditorium, je n'ai ressenti ni peur ni doute. Je portais un costume gris souple conçu par Carlos, mon ami le plus cher du sommet de l'année dernière. Sur ma veste était épinglée une petite broche en forme de table en bois, symbole du nouveau projet qu'Evelyne et moi-même avions lancé, Build Your Own Table.
construisez votre propre table, pour aider les mères et les pères à construire leur carrière et leur confiance en eux à partir de rien. Lorsque mon tour est venu de parler, je n'ai pas utilisé les notes que j'avais préparées. Je me suis levé, j'ai respiré profondément et j'ai regardé les visages qui m'attendaient. J'avais l'habitude d'être celui qui se trouvait derrière une porte fermée. Je pensais que je devais être plus doux, plus intelligent, moins gênant pour gagner une place à la table de quelqu'un d'autre. Mais la vérité, c'est que parfois les gens ne vous rejettent pas parce que vous êtes insuffisant. Ils vous rejettent parce qu'ils ne savent pas comment vous valoriser. Et cela ne change rien à votre valeur. Cela signifie simplement qu'il est temps de construire votre propre table. Aujourd'hui, je ne suis plus l'homme poussé dans la buanderie, mais l'homme au centre, avec une voix, un cœur et une vie qui n'a plus besoin de permission pour commencer. Le parcours d'Alexander est la preuve vivante que c'est parfois en étant poussé dans les marges que l'on trouve sa véritable valeur. D'un père solitaire mis à l'écart par sa propre famille, il est devenu le porte-parole de milliers de personnes, inspirant toute une communauté avec son histoire de dépassement. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de dépassement qui montrent que parfois, la meilleure réponse au mépris n'est pas l'amertume, mais la réussite. Comment s'est déroulé votre dîner inattendu?